Écoutez, bonjour à tous. Avec Confrontation, qui vous le redira, on est ravis d'avoir pu monter ce webinaire pour parler environnement et Europe. Si vous avez un peu lu la presse ces derniers jours, vous aurez vu, compris que c'est pas forcément le sujet qui passionne le plus, alors qu'on s'apprête à élire un nouveau Parlement et donc avoir peut-être une nouvelle commission. Bon, on a voulu essayer de faire mentir tous ces articles en disant que, après tout aussi, les questions environnementales pouvaient aussi intéresser. Alors, comment on a décidé d'aborder ce sujet? On s'est dit finalement, s'il y a quelque chose qui a plutôt pas trop mal fonctionné en matière de construction européenne, à tel point d'ailleurs que ça a été la base de la construction européenne, c'est la question de la maîtrise des ressources. J'allais dire, vous vous souvenez, mais enfin bon, je pense qu'un certain nombre d'entre nous, soit on n'était pas nés, soit on était quand même très très jeunes, au moment de la communauté européenne, du charbon et de l'acier. Mais on voit que finalement, c'est sur ces bases-là qu'on a réussi à trouver une première majorité, à construire d'abord pour se dire que les petits pays que nous sommes par rapport à ce que peut être le monde ont tout intérêt à travailler, à jouer collectif, en particulier dès qu'il s'agit de maîtriser des ressources qui sont nécessaires à notre activité à la fois industrielle et économique. Et aujourd'hui, alors qu'on sait que nos engagements en matière de transition écologique, de décarbonation, de lutte contre le changement climatique sont des politiques qui sont alors essentielles là aussi, on ne va pas vivre à 50 degrés, de toute façon on n'y arrivera pas, notre corps ne veut pas. On voit bien que les besoins en ressources qui vont nous permettre, qui doivent nous permettre de réussir ces transitions, mais qui doivent aussi nous permettre de pouvoir pérenniser notre activité économique, de sécuriser nos approvisionnements, alors même qu'on peut avoir un enchaînement de crises, on peut avoir des questionnements sur les prix, on commence à ressentir des tensions pénuriques. On a vraiment ce besoin, encore une fois, de jouer collectif et de travailler avec l'ensemble de nos partenaires européens sur ces questions. Donc c'est vraiment l'enjeu, nous, à la fois de cette réunion, mais tout ce qui viendra par la suite, les documents, les réflexions. Enfin, on espère que c'est pas une fin, ce webinaire, c'est la première étape de quelque chose, d'avoir cette réflexion sur c'est quoi l'Europe des ressources, pourquoi c'est le bon espace, comment on travaille plus là-dessus et comment aussi on fait comprendre que en termes, dès qu'on parle de planification, dès qu'on parle de vision d'avenir, dès qu'on parle de bonne allocation aussi de ces ressources, de maîtrise de nos économies pour le futur, c'est la bonne maille là. Dès lors qu'on réfléchit besoin en ressources. Donc voilà, c'est tout l'enjeu à la fois, encore une fois, de ce webinaire, et j'en profite pour remercier, on le fera multiples fois, les intervenants qui ont accepté de venir échanger, discuter sur ces questions-là. C'est très précieux, leur temps est précieux et ce qu'ils vont dire aussi, vous allez voir, l'est. D'ailleurs, on aura à cœur de valoriser ça tout au long des semaines, des mois, des années qui viennent. Et puis, écoutez, mais merci encore. Et puis, au plaisir de commencer donc ces échanges qu'on espère durables et fructueux. Et je passe la parole à notre co-organisateur Jérôme Quéré, de Confrontation. Merci, bonjour à toutes et à tous. On est également ravis à Confrontation Europe d'organiser ce webinaire avec l'INEC en amont des élections européennes. Élections donc où on a vu apparaître les notions de souveraineté européenne. Ça fait quelques années maintenant qu'on entend parler. C'est plus un sujet tabou et c'est vrai que cette notion prend tout son sens dans les questions de ressources notamment énergétique. Et donc, sujet qui va nous intéresser ce matin. Juste pour vous prévenir également, Confrontation Europe va publier un dossier spécial sur l'économie circulaire qui devrait être publié en début de semaine prochaine. Vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Mais pour être court et permettre de laisser la parole à nos intervenants le plus rapidement possible, je vais introduire notre premier intervenant qui va faire une keynote. C'est Monsieur Dominique Ristori, ancien directeur général pour l'énergie de la Commission européenne de 2014 à 2019 et actuellement consultant en stratégie.
Monsieur Ristori, vous avez joué un rôle clé dans l'élaboration des paquets gaz et électricité de l'Union européenne. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'évolution de la prise en compte de la ressource dans les politiques publiques européennes et en particulier dans le domaine de l'énergie dans lequel vous avez beaucoup œuvré? Donc, d'abord, félicitations aux organisateurs pour avoir choisi ce thème. Les ressources naturelles sont un élément très important en rapport direct avec l'objectif stratégique de neutralité carbone pour 2050. Cet objectif, vous le savez, a été présenté par la Commission assez récemment, en 2018, et j'y ai contribué. Il faisait suite, bien entendu, aux priorités de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, mais en réalité, il remontait bien plus en amont, puisque la Commission avait déjà, depuis plus de 20 ans, 25 ans, abordé de manière très concrète la question des ressources. Elle l'a fait avec l'eau dès l'année 2000. Elle a poursuivi tout ce processus par une feuille de route sur les ressources naturelles, sur l'air, sur les sols, sur l'eau. Et donc, l'objectif était clair dès le départ, c'est-à-dire favoriser la transition vers une économie sobre en carbone, utilisant rationnellement les ressources pour parvenir à une croissance durable. Et le plan d'action sur l'économie circulaire de 2015 n'a fait que prolonger ce processus. Et ce matin, je voudrais, tout en traitant en partie la question énergétique d'une manière plus large, partager mes réflexions avec vous sur cette question des ressources naturelles. Donc, première réflexion, la question des ressources est très importante pour atteindre cet objectif de neutralité carbone, mais elle est, de mon point de vue, trop souvent insuffisamment mise en valeur. Je veux dire, pas assez médiatisée en positif, ce qui rend votre initiative encore plus judicieuse, et elle est laissée trop souvent, presque exclusivement, entre les mains des experts et des scientifiques. Alors c'est important, les scientifiques et les experts ont un rôle essentiel à jouer, mais ce n'est pas suffisant. Et donc il faut élever le niveau de sensibilisation de tous les acteurs, économiques, industriels, pouvoirs publics, mais aussi tout un chacun, sur l'importance de ces questions, et pas simplement quand il y a des grandes sécheresses ou des grandes catastrophes en termes d'inondation. Et de ce point de vue, on doit donc revenir sur l'essentiel. Prenez les sols. Le sol est un élément très important, c'est un puits de carbone fondamental pour réduire le réchauffement de la Terre, car ne l'oublions pas, il participe pleinement au cycle du carbone, en stockant et en rejetant le carbone dans l'atmosphère. Et il apporte les matières premières essentielles, nécessaires à notre vie. Mais, en même temps, tout ceci est limité. Il faut donc ouvrir ces questions de manière plus large. Il faut travailler pour limiter la dégradation des sols, pour améliorer les techniques d'amélioration et de fertilité des sols. Et la directive présentée récemment par la Commission en juillet 2023 va d'ailleurs directement dans ce sens. Il n'y a pas besoin d'ajouter, on y a beaucoup travaillé, tout le volet lié à la mobilité et qui touche très directement la qualité de l'air. C'est aussi un élément essentiel en termes de qualité de vie et de santé. Et il faut utiliser là tous les leviers de manière beaucoup plus performante qu'on l'a fait jusqu'à présent. Je veux dire, action urbaine. Les villes ont un rôle capital dans ce domaine.
mais aussi une mise en œuvre encore plus performante de la directive sur les émissions industrielles. Et évidemment, le développement de véhicules propres. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour dire que tout ceci est vrai également pour l'eau. La directive cadre sur l'eau a ouvert la voie pour prévenir et réduire la pollution, mais aussi pour promouvoir une utilisation plus durable de l'eau. Et en même temps, il faut prévenir beaucoup mieux les effets dévastateurs des inondations comme des sécheresses. Tout ceci conduit à une constatation extrêmement claire, à savoir qu'une stratégie bas carbone, intégrant plus pleinement les ressources naturelles et l'économie circulaire, cette stratégie bas carbone sera alors beaucoup plus performante. En particulier, une politique de circularité renforcée permet de réduire significativement la criticité sur les métaux et sur les minéraux. Parce que, soyons clairs, baisser les ressources, c'est améliorer de manière très directe la durabilité des écosystèmes naturels, et c'est très vrai pour l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, la criticité par kilowattheure produit est très faible, c'est même la plus faible pour le nucléaire, le solaire, l'hydrogène. Et en même temps, vous le savez, on a beaucoup, avec le paquet l'énergie propre pour tous les Européens, insisté sur le rôle majeur de l'efficacité énergétique, sur les économies d'énergie. On y est d'ailleurs revenu dès après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne en l'élargissant à la sobriété énergétique. Mais dans le domaine de l'efficacité énergétique, nous avons fait beaucoup de progrès. J'ai personnellement beaucoup appuyé tout ce qui concernait l'efficacité énergétique de tous les produits au travers de l'éco-conception et de l'étiquetage, qui sont des moyens en réalité très puissants de répondre à ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire la sensibilisation de tous les citoyens, de tous les consommateurs, de tous les clients. Et les échelles de couleurs, en fonction de la consommation d'énergie, ça fonctionne. Quand les consommateurs désormais font le choix de l'achat d'un frigidaire, d'une machine à laver, d'une voiture, le regard se porte aussi d'abord sur cela. Et les présentoirs des industriels et des vendeurs jouent pleinement leur rôle dans ce sens. L'efficacité énergétique, ça touche d'ailleurs pas seulement les produits, mais aussi pleinement les bâtiments. Ça touche aussi pleinement le transport. Et c'est la raison pour laquelle on l'avait placé en première priorité dans ce paquet de fin 2016 qui a été finalisé en 2018 et 2019. Et c'était le slogan Energy Efficiency First, l'efficacité énergétique d'abord. Et ça reste un élément fondamental de toute politique. Et en même temps, je peux dire, il faudra aussi, puisque le co-organisateur est en charge de la circularité, il faudra aussi mieux recycler et mieux réemployer. Et je vous le dis d'autant plus que, vous le savez, l'énergie est confrontée à des défis majeurs en ce qui concerne l'approvisionnement pour toutes les matières rares et les métaux précieux. Nous n'en avons pas beaucoup, il faudra mieux exploiter ce que nous avons sur notre sol européen. Mais il faudra aussi mieux réutiliser, mieux réemployer et mieux recycler. C'est un élément indispensable. Et on n'y insiste pas suffisamment. Si vous voulez, il est beaucoup plus attractif de fixer les objectifs. On a une kyrielle d'objectifs, vous le savez. Ils sont importants, la baisse des émissions, les énergies renouvelables, en termes d'efficacité énergétique aussi, mais également l'hydrogène, mais également les interconnexions, etc., etc. Or, tout ceci
ne suffira pas si on n'élève pas le niveau de la question des ressources naturelles, de leur utilisation et de la circularité, de l'économie circulaire, dans des conditions plus performantes. Prenez des exemples. Le recyclage des plastiques. Il y a énormément à faire dans ce domaine. Le recyclage des batteries. Les batteries seront importantes et essentielles et stratégiques à double titre. Non seulement pour la mobilité et les voitures électriques, mais aussi pour le stockage. Elles deviennent un élément essentiel du stockage. Or, sans stockage, on ne pourra pas conduire à bonne fin et mener à bonne fin toute la progression des énergies renouvelables. Ces énergies sont intermittentes et donc, si vous n'arrivez pas à stocker de manière plus performante, vous mettez en danger toute la stabilité du système et les réseaux. Donc, nous devons nous démultiplier sur ce front et ce sera essentiel de le faire. Et les flux industriels de retraitement des déchets, c'est la même chose. Ils devront être systématiquement développés pour réussir la neutralité carbone. Et les déchets dans un sens large. Nous aurons le 150e anniversaire du gaz en France le 6 juin à Paris, avec une priorité majeure, une route nouvelle qui sera celle des gaz renouvelables, de la méthanisation, de la récupération des déchets organiques, de manière à les transformer en gaz propre. Ce sont des potentiels considérables, mais qui demandent beaucoup d'investissement dans l'innovation, dans les technologies nouvelles et aussi dans l'attitude des consommateurs et des industriels. En conclusion, je voudrais dire qu'il faut impérativement donc élever le niveau de priorité des ressources naturelles, eau, air, sol, mais aussi de l'économie circulaire pour gérer et pour anticiper au mieux les effets du changement climatique. Et c'est tellement vrai que cette approche, par exemple pour l'occupation des sols, devra ouvrir la voie à une nouvelle approche sur l'habitat. Il n'est pas responsable de continuer, par exemple, à délivrer des permis de construire sur toute une série de zones côtières qui sont clairement classées désormais à risque d'inondation, de submersion ou d'érosion. Parce que si on continue à le faire, non seulement cela mettra en danger des vies humaines, mais cela aura aussi un coût énorme en termes de dégâts matériels. Tous ces éléments pris en compte ne font que renforcer la priorité nouvelle à donner à ces deux volets, ressources naturelles et économie circulaire. Et je pense qu'il était particulièrement opportun d'ouvrir un débat sur ces questions et je vous en remercie. Merci à vous, Monsieur Ristori. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuelle pour qu'elle introduise notre prochaine intervenant. Bonjour, voilà, c'est Emmanuel qui va introduire Emmanuel. Donc, bonjour Emmanuel H. et merci beaucoup d'avoir accepté de venir intervenir. Donc, comme vous le savez sans doute déjà, les passionnés des ressources que vous êtes tous, Emmanuel H. est un chercheur spécialisé sur les questions de météo stratégique, mais pas que, travaille de façon générale sur les ressources à l'IFPEN notamment, et voilà, va pouvoir faire une présentation. Alors peut-être en complément, la partie... alors on a entendu, Monsieur Ristori a dit il ne faut pas que des chercheurs, il en faut aussi. Voilà, donc comment on arrive à équilibrer finalement tout ce qu'on sait avec tout ce qu'on doit faire. Et puis alors nous on a noté là très vite le truc que c'est sympa de fixer des objectifs, mais c'est peut-être pas suffisant. Donc voilà, maintenant effectivement une fois qu'on a dit ça, comment on fait et quels sont les principaux enjeux auxquels on doit s'atteler pour les années qui viennent. Et merci encore d'avoir accepté de venir parler avec nous. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien.
Oui, alors moi je vais déplacer peut-être les enjeux d'un point de vue peut-être un petit peu géopolitique au départ, tout simplement parce que nous vivons à l'heure actuelle dans un monde qui est en transition, double transition, hein, transition bas carbone et transition numérique. Sur la simple transition bas carbone, nous sommes autour de 1800 milliards d'investissements dans les technologies bas carbone et ces technologies, lorsque vous les ramenez aux mégawatts installés, lorsque vous les ramenez à la voiture électrique installée, si vous les comparez à leurs équivalents thermiques, bah, malheureusement, on va avoir une multiplication des besoins de métaux stratégiques ou métaux critiques. Autre point qui est à mon sens fondamental à dire, c'est que c'est très bien de faire un webinaire sur l'Europe. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls à viser des objectifs à l'horizon 2050 en matière de transition bas carbone. Et, et c'est un peu le cœur de mon propos, c'est de dire que pourquoi il va y avoir de la compétition sur les matériaux stratégiques, c'est que tout simplement, nous sommes tous dans une phase de transition. Que ça soit les États-Unis, que ça soit la Chine, premier investisseur mondial dans les technologies bas carbone, avec près de 700 milliards d'investissements sur les 1800 qui sont aujourd'hui. Et tout ça fait que, vous l'avez sûrement remarqué depuis la crise Covid, le monde d'avant ne ressemble pas au monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a des formats d'affirmation de puissance et on a, j'allais dire, une liste d'incertitudes qui font que bah, justement ces matériaux stratégiques sont au cœur de la compétition, notamment géoéconomique. Je m'explique. Lorsque vous ouvrez n'importe quel rapport du FMI à l'heure actuelle, on vient vous parler de fragmentation ou de géofragmentation. Et lorsqu'on regarde quel est le secteur qui potentiellement pourrait être le plus impacté par cette géofragmentation, c'est quoi la géofragmentation? Bah, c'est la renaissance de blocs. Alors des blocs, certains me diront, il y en a toujours eu. Oui, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les blocs sont en train de se forger et de s'installer. Et lorsque vous regardez quel est le secteur qui risque d'être le plus impacté par cette géofragmentation, bah, ce sont les matériaux critiques. Un dernier rapport de l'OCDE de 2023, entre 2009 et 2019, quels sont les produits ou les matériaux qui ont le plus subi de restrictions? Ce sont les matériaux critiques. Ça veut dire que potentiellement, l'axe diplomatique, l'axe, j'allais dire, d'aller chercher des matériaux à l'extérieur va être une évidence, tout simplement parce que bah, malheureusement, il y a de la restriction. Ça veut dire qu'il va y avoir j'allais dire, des relations qui vont devoir se forger dans les années qui viennent. Incertitude également sur, j'allais dire, les questions sociales. Lorsqu'on voit que la guerre d'Ukraine a créé un choc macroéconomique qui lui-même s'est transformé en choc social, on voit qu'il y a un choc bien évidemment budgétaire très important, hein, 750 milliards d'investissements dépensés j'allais dire depuis la guerre d'Ukraine en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement on ne pourra pas refaire gérer deux fois ce type de choc dans les années qui viennent. Choc environnemental également, incertitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a déjà les conséquences perceptibles, hein, du réchauffement climatique. Et puis aussi incertitude sur les modèles, hein, modèle de production, modèle de consommation. Quand je dis ça, c'est que finalement, le monde qui arrive, c'est un monde de bouleversement géopolitique, c'est un monde de bouleversement énergétique. Et lorsqu'on voit notamment que l'Arabie saoudite, un grand pays pétrolier, se lance dans une aventure minière assez extraordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, nous ne sommes pas tout seuls. Autre point important à mon sens à signaler, c'est que l'Europe, et c'est très bien de faire ce webinaire bien évidemment, hein, l'Europe est un peu pris en étau à l'heure actuelle entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est toute la question du rapport entre l'industrie et l'écologie qui est mise en évidence par la question des matériaux critiques. J'ai presque envie de dire de manière assez caricaturale, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Les États-Unis et la Chine ont mis l'industrie avant l'écologie. L'Europe a mis l'écologie avant l'industrie. Et ça veut
veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, on a autour de nous, notamment les États-Unis, la question des matériaux critiques, elle a été, j'allais dire, prise à bras-le-corps par l'administration Trump, hein, qui a décrété que c'était une urgence nationale, d'où le grand plan qui a été mis en place à partir de 2017, continué par Biden et j'allais dire amplifié par l'IRA. Hein, l'Inflation Reduction Act, c'est un grand plan protectionniste qui touche notamment tout le secteur des matériaux critiques. Hein, 400 milliards de dotations budgétaires. Si vous comparez avec le Net Zero Industry Act, hein, on est très 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 loin, j'allais dire, du plan américain. Les taux chinois de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous racontent tout simplement qu'on a un plan qui s'appelle le Made in China. On a un plan dans lequel, en gros, on a visé toutes les technologies bas carbone, toutes les technologies, j'allais dire, de demain, toutes ces technologies qui sont très gourmandes en matériaux critiques. Sauf que la Chine, elle a là, j'ai envie de vous dire, 20 ans d'avance, 25 ans d'avance sur les questions métalliques. Hein. Elle gère en très très bon oligopole la majeure partie du raffinage. Elle gère, j'allais dire, ses relations diplomatiques dans les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie en tout premier lieu depuis en gros une vingtaine d'années, même 25 ans maintenant. Donc ça veut dire que la Chine et les États-Unis partent avec des avantages compétitifs qui sont majeurs et qui interrogent notamment la réalité, et j'allais dire la réalité objective des objectifs européens. Moi, je veux bien qu'on veuille relocaliser 40% de la consommation annuelle de métaux, notamment de métaux transformés, hein, c'est-à-dire tout l'objectif sur la transformation sur le sol européen. Moi, j'ai envie de lever une petite question: avec quelle énergie et à quel coût d'énergie? Ça veut dire que potentiellement, il y a un vrai, j'allais dire, il y a une forme un peu aveugle de certains objectifs européens. Ce qu'il faut voir, c'est toutes ces incertitudes, que ce soit la géoéconomie, le social, l'environnemental, ce sont des sources de criticité. Hein. Des sources de criticité parce que tout simplement l'objectif 2030 par exemple de vouloir réouvrir des mines en France et en Europe, c'est très bien, mais regardons le temps minier moyen pour le lithium, ok, c'est 8 ans, pour le cuivre on est à plus de 15 ans, donc ça veut dire qu'il y a des réalités économiques. J'ai envie de vous dire réalité du financement. Pourquoi les activités minières et métallurgiques ne sont pas classées comme des activités vertes dans la taxonomie européenne, alors qu'elles sont à la base, j'allais dire, du développement des technologies bas carbone. Et puis, j'ai presque envie de vous dire, zut, on a encore oublié la sobriété. Hein. Quand on a une problématique de dépendance, en Europe, aux États-Unis, en Chine, d'ailleurs un peu partout dans le monde, on ne regarde que la phase de la production, c'est-à-dire produire, alors qu'à un moment, il y a peut-être une interrogation sur les usages. Et l'interrogation sur les usages, elle est trop absente, j'allais dire, de nos réflexions, notamment sur la question des matériaux critiques et stratégiques. Et j'ai presque envie de vous dire en conclusion que fixer un cadre, fixer des objectifs, c'est un préalable, c'est très très bien. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que le travail s'arrête et que j'ai presque envie de vous dire, maintenant qu'on a un cadre, le travail commence. Et ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que l'Europe a la possibilité à la fois d'être prescripteur, notamment de nouvelles normes environnementales et sociales, mais il y a, à mon sens, un manque flagrant, c'est 1, la sobriété, 2, les questions de financement. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Emmanuel H de cette intervention qui est très complète, qui invite quand même vraiment à accélérer. Effectivement, on sent qu'on n'est pas forcément dans la meilleure des situations et ça encourage à travailler ensemble pour résoudre quand même une bonne partie de ces équations qui paraissent pas simples. Donc notre intervenant d'après, nous, alors à l'Institut national de l'économie circulaire, on le connaît bien parce que c'est aussi notre président. Mais comme il fait d'autres choses dans la vie que d'être notre président, il est aussi le co-rédacteur avec Philippe Varin d'un rapport, alors que nous n'avons que personne n'a lu, parce que ce rapport est resté secret, mais une bonne partie quand même de ses conclusions ont quand même pu être connues, et c'est ce qu'il va venir partager avec nous. Donc vous vous souvenez, c'était le rapport sur la sécurisation de l'approvisionnement en matières premières.
Donc, on l'a compris, je pense, au travers des 2 premières keynotes. C'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on soit largement mobilisé, qui amène, enfin bon, ça, Jean-Marc le rappellera, des conclusions qui doivent être des conclusions d'action, hein, de transformation. Comme on a cité différents rapports, je vais me permettre aussi, ça fera peut-être aussi la transition, citer celui sur le frein à l'action, qui est le prix encore relativement faible de tous les métaux, de toutes les matières stratégiques dont on parle. C'est le rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti il y a pile poil une semaine. Enfin voilà, on voit qu'on a encore de gros freins à l'action. Ceux du financement, on y reviendra. Jean-Marc, peut-être, donc si tu peux partager avec nous, alors globalement ta vision du sujet, et puis aussi les conclusions de ce rapport, hein, et tes propositions. Bonjour à tous, merci Emmanuel. Vous allez voir que dans mon propos, il y a beaucoup de cohérence et de convergence avec ce que Dominique Ristori et Emmanuel H ont bien voulu partager avec nous. Emmanuel, je vais revenir sur 2 points. D'abord, je vais faire un focus sur les minerais et pourquoi je partage l'idée selon laquelle c'est un sujet géopolitique majeur dont il faut se préoccuper. Et puis, deuxième partie de mon propos, pourquoi est-ce que l'Europe est le bon niveau pour se préoccuper de ces questions de minerais. Le constat, je crois que les 2 intervenants précédents l'ont rappelé, est absolument sans appel. Peut-être quelques chiffres simples. Nous extrayons à l'heure actuelle 100 milliards de tonnes de ressources naturelles de notre planète, soit 13 tonnes par habitant et par an. Et d'ailleurs, si je focus mon propos sur essentiellement les pays de l'OCDE qui consomment beaucoup plus que les autres, on est plutôt à 20 tonnes par habitant et par an dans les pays de l'OCDE. Et pour autant, pour atteindre nos objectifs de transition énergétique, de décarbonation, d'électrification du monde, nos besoins en ressources naturelles vont augmenter dans des proportions absolument gigantesques. Je parle de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse, de graphite, de terres rares pour les aimants permanents, mais également de cuivre qui n'apparaissait pas encore il y a quelques années comme un minerai particulièrement névralgique. Et en tout cas, l'extraction de ces minerais va augmenter dans des proportions telles que nous estimons qu'il va falloir extraire dans les 30 prochaines années autant que d'humanité en a extrait depuis 2000 ans. Donc on voit bien qu'on est dans une période absolument névralgique, avec une offre minière contrainte d'un côté et des besoins qui vont exploser de l'autre. Et donc les métaux deviennent évidemment un enjeu géopolitique. Et ce constat, Emmanuel, tu l'as évoqué, il est partagé par l'Agence internationale de l'énergie qui a remis plusieurs rapports et qui nous alerte sur la finitude des besoins et l'écart grandissant qui existe entre les besoins et les ressources. Tu as évoqué le rapport que nous avions remis avec Philippe Varin, Barbara Pompillier et Agnès Pannier-Runacher, où en janvier 2022, où expliquer les difficultés que la France avait dans ces domaines, et on va revenir sur quelques mesures que nous avions recommandées. Et puis enfin, l'INEC que tu diriges se préoccupe de ces questions de ressources naturelles et de ressources minières notamment, puisque nous avons émis plusieurs rapports sur la stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources, document dans lequel nous avons évidemment conclu que si on ne se préoccupait pas de ces ressources naturelles, alors nous n'avions aucune chance d'atteindre nos objectifs en matière de décarbonation. Donc, il nous faut réagir. C'est une question de souveraineté. Et c'est une question de souveraineté pour nous, d'autant plus que d'autres pays, Emmanuel H. l'a évoqué, d'autres pays ont pris des décisions absolument radicales dans ce domaine. On peut citer la Chine, l'Indonésie, l'Australie, le Canada, les USA. Emmanuel H. a rappelé les enjeux et les moyens qui vont être mis derrière l'Inflation Reduction Act. Le Japon également a pris des mesures en matière minière. Mais peut-être que l'exemple le plus caricatural qu'il faut avoir en tête, c'est la Chine. La Chine a pris 3 décisions majeures depuis une vingtaine d'années. D'abord, elle exploite de manière parfaite son sol et son sous-sol, et elle a la chance d'avoir un sous-sol qui est assez riche en terres rares et en graphite. Deuxièmement, elle a décidé de prendre des positions extrêmement importantes en matière de raffinage, donc comment on passe du minerai au métal. Et la Chine contrôle plus de 50% du raffinage mondial, avec des enjeux environnementaux et sociaux sur lesquels on peut débattre. Mais en tout cas, la Chine est devenue complètement incontournable dans ce monde du raffinage des métaux. Et enfin, elle a investi massivement, l'AIE évoque 120 milliards d'euros d'investissement depuis 15 ans,
pour prendre des positions stratégiques dans des mines en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Je fais une digression politique dans mon propos. Inutile de vous dire que la Chine regarde de manière très étroite ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et nul doute que les mines calédoniennes passeraient sous capitaux chinois en cas de changement politique local. 120 milliards de dollars d'investissement depuis 15 ans, quand on le met au regard du fonds stratégique que la France a décidé et qui va probablement sur la prochaine décennie être entre 1 et 2, on voit bien que les sommes en jeu ne sont pas du tout à la maille. Donc cette transition énergétique va nous faire passer, c'est absolument inévitable, de dépendance à des monarchies pétrolières et gazières vers une forme de sino-dépendance avec des enjeux qui sont des enjeux politiques et géopolitiques absolument majeurs. Et ce n'est absolument pas de la théorie, puisque il faut juste se rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, la Chine avait un différend avec le Japon autour de la propriété de quelques îles en mer de Chine. Et qu'est-ce qu'a pris comme décision la Chine comme mesure de rétorsion? Arrêter d'envoyer des métaux stratégiques pour ralentir le développement de l'automobile japonaise. Donc on voit que ces sujets, ce n'est pas de la fiction et c'est vraiment une réalité qui s'impose à nous depuis une quinzaine d'années. Donc il nous faut réfléchir et à l'INEC, on considère que l'Europe n'est pas du tout à la hauteur actuellement des enjeux. On est même assez naïf en ce qui concerne les ressources naturelles. On a réussi à se mobiliser tous ensemble sur le Covid, on a réussi à se mobiliser tous ensemble sur l'Ukraine. Et force est de constater que malgré quelques décisions comme le Raw Material Critical Act, ces questions de ressources naturelles ne sont pas prises au bon niveau des priorités européennes. Emmanuel, tu as rappelé dans ton propos introductif que l'Europe était née en 1951 sur la prise de conscience à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale qu'il y avait un enjeu de matériaux et qu'il fallait que collectivement on se regroupe. Et je crois que c'est le bon moment à nouveau aujourd'hui de se regrouper sur ces questions de minerais primaires et secondaires. Alors, pourquoi est-ce que l'Europe est l'entité planificatrice par excellence et que c'est au niveau européen que ces questions doivent être abordées? D'abord, quelles sont ces questions? On a trois questions essentielles sur lesquelles nous devons travailler tous ensemble au niveau européen. D'abord, c'est le développement d'une vraie stratégie minière primaire. Quelles sont les mines que l'on veut réouvrir en Europe et quelle est la diplomatie minière que l'Europe veut mettre en place avec des pays qui accepteront, comme nous, d'avoir des mines éco-responsables. Donc, il y a une stratégie minière primaire qui doit être menée au niveau européen. Deuxièmement, il y a une réflexion à mener autour des mines secondaires ou la mine urbaine. Donc, comment on redéveloppe en Europe une stratégie autour du recyclage des déchets qui contiennent déjà ces métaux stratégiques et puis quelle est la place du raffinage ou de l'hydrométallurgie qu'on veut mettre en œuvre en Europe. Et puis enfin, Emmanuel H l'a rappelé, en parallèle de tout ça, et je dirais même avant tout ça, il y a un questionnement de nos besoins, des questions de sobriété qui vont devoir s'imposer à nous, et il vaut mieux qu'on se les pose avant que la voiture heurte le mur de manière très violente. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures qui vont à 200 à l'heure? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des voitures qui fassent 3 tonnes? Si évidemment on arrivait à réduire la masse, le poids des véhicules, les besoins en matériaux et en minerais seraient réduits à due concurrence. Donc maintenant, je réponds à la question que tu m'as posée. Pourquoi est-ce que c'est l'Europe qui est au bon niveau de réfléchir à toutes ces questions? Pour plusieurs raisons, me semble-t-il. D'abord parce que c'est à Bruxelles que l'on peut efficacement coordonner nos politiques et face aux autres puissances, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, c'est à Bruxelles que tous ensemble, on peut établir une vision et des politiques cohérentes dans ce domaine. Deuxièmement, parce qu'il va falloir mettre beaucoup de moyens tous ensemble pour faire en sorte que cette transition énergétique, cette transition écologique devienne une réalité industrielle. L'AIE, dans son dernier rapport, a quantifié à 800 milliards d'euros le montant des investissements nécessaires juste sur la partie minière. Je ne parle pas de l'ensemble des autres problématiques énergétiques. Et donc aucun État en Europe n'aura la capacité à mobiliser des fonds aussi importants. Troisièmement, parce qu'il faut une coordination minière. On n'a pas la chance d'avoir le même sous-sol. On n'est pas égaux en Europe autour des ressources. Et donc, il faut qu'on ait la capacité à échanger, à se parler dans ce domaine. Et enfin, parce qu'il y a des nouvelles filières industrielles à développer, j'ai évoqué le recyclage de l'hydrométallurgie, et que tous les pays n'ont pas la capacité et ou même l'envie de le faire.
Alors, quels sont les grands pays en Europe dans lesquels il y aura une industrie du recyclage des minerais? En Allemagne, en Finlande, en Pologne. La question se pose en France. Il y a probablement une volonté politique, mais encore faut-il qu'on arrive à trouver les moyens. Donc voilà. Donc, en résumé, Emmanuel et chers amis, il nous faut réagir. Il nous faut réagir au niveau européen. C'est vraiment au niveau européen que ces décisions politiques, industrielles vont devoir se prendre. Et donc, je dirais en conclusion qu'il faut vraiment créer un Airbus des minerais, comme on a réussi à se mobiliser dans d'autres filières industrielles. Merci à tous.